Nous voici arrivés dans la dernière partie du chapitre consacré aux applications du premier principe de la thermodynamique, dans laquelle il va être question de thermochimie, c'est-à-dire de l'étude thermodynamique des réactions chimiques. Pour commencer, cette première vidéo traitera des changements d'état. Mais tout d'abord, quelques définitions. Un système chimique est un système thermodynamique dans lequel peut avoir lieu une réaction chimique. Réaction chimique qui va transformer le système et est donc susceptible d'être à l'origine d'échanges de chaleur et de travail avec le milieu extérieur. Les transformations chimiques seront souvent considérées comme ayant lieu à température et pression constantes. En toute rigueur, elles sont rarement réellement isothermes et isobares. On parlera plutôt de transformations monothermes et monobares, c'est-à-dire que les variables intensives sont les mêmes à l'état initial et à l'état final, mais qu'elles peuvent légèrement varier au cours de la transformation. Elles ne sont pas strictement constantes. La thermochimie pourra s'appliquer aux transformations que sont les changements d'état, les réactions chimiques bien sûr, les réactions de capture ou de libération d'électrons également. Enfin, un peu de vocabulaire en lien avec le sens de l'échange de chaleur. Une réaction est dite endothermique lorsqu'elle nécessite un apport de chaleur, c'est-à-dire que la chaleur échangée au cours de la réaction est positive du point de vue du système. Au contraire, une réaction est dite exothermique lorsqu'elle libère de la chaleur vers le milieu extérieur. La chaleur de réaction est alors négative. Pour terminer, une réaction est dite athermique lorsqu'elle ne cède ni ne reçoit de chaleur. Un corps pur peut exister dans différents états selon les conditions de température et de pression. Je rappelle ici les noms des différents changements d'état. Le passage de l'état solide à l'état liquide est la fusion. Dans l'autre sens, il s'agit de la solidification, parfois aussi appelée cristallisation lorsque le solide formé est ordonné. Lorsque le liquide se transforme en gaz, on parle de vaporisation, et dans le sens inverse, il s'agit de liquéfaction. Enfin, le passage du solide au gaz est appelé sublimation, la transformation inverse est appelée condensation. Les changements d'état que j'ai schématisés en violet correspondent à des transformations endothermiques qui nécessitent un apport de chaleur. Ceux que j'ai schématisés en vert correspondent à des transformations exothermiques. Elles s'accompagnent d'un dégagement de chaleur vers le milieu extérieur. Par ailleurs, un changement d'état se faisant à pression constante, l'échange de chaleur se fait à pression constante et la quantité de chaleur échangée est donc égale à la variation d'enthalpie du système chimique. On appellera la variation d'enthalpie qui accompagne un changement d'état l'enthalpie de changement d'état. On parlera donc d'enthalpie de sublimation, d'enthalpie de fusion ou d'enthalpie de vaporisation par exemple. Vous pourrez aussi rencontrer le terme de chaleur latente de changement d'état, qui exprime le fait qu'au cours d'un changement d'état, il y a échange de chaleur alors que la température ne varie pas, d'où l'utilisation du terme latente qui signifie qui ne se manifeste pas. Certains corps purs peuvent exister selon différents arrangements cristallographiques qui correspondent à des phases solides différentes. Vous avez pu l'appréhender en TD de cristallographie lors de l'étude du chlorure d'ammonium. Celui-ci cristallise selon un système cubique primitif à pression atmosphérique. Lorsque la température est inférieure à 180 degrés, au-delà, il cristallise en cubique toute face centrée. 180 degrés est donc une température de changement de phase et ce changement de phase est appelé transformation allotropique. Elle s'accompagne d'un échange de chaleur. Je vais maintenant vous présenter un petit raisonnement à partir de la fusion et de la solidification de l'eau, mais qu'il est possible de mener sur tout couple de changement d'état entre deux états donnés de la matière. Considérons donc un système constitué d'une quantité donnée d'eau, qui est initialement à l'état solide, à sa température de fusion et qui va se transformer en eau liquide. La réaction se faisant à pression constante, la chaleur échangée au cours de ce changement d'état est égale à la variation d'enthalpie du système, c'est-à-dire l'enthalpie du système à l'état final, donc liquide, moins l'enthalpie du système à l'état initial, c'est-à-dire solide. Si maintenant on considère le changement d'état inverse, à savoir la solidification, nos deux états, initial et final, sont inversés. L'enthalpie de solidification est donc l'enthalpie de notre système à l'état solide moins l'enthalpie de notre système à l'état liquide.
Je rappelle que l'on ne connaît pas l'enthalpie d'un système dans des conditions données, mais que l'on peut seulement calculer des variations d'enthalpie. Le recours à l'écriture des enthalpies de changement d'état en fonction des enthalpies des deux systèmes, état liquide et état solide, nous permet seulement de montrer que l'enthalpie de fusion est égale à moins l'enthalpie de solidification, ce qui est lié à la propriété de fonction d'état de l'enthalpie. La fusion est un phénomène endothermique. En effet, pour passer de l'état solide, qui est plus condensé et souvent plus ordonné que l'état liquide, il faut vaincre des interactions à l'échelle moléculaire et, pour ce faire, apporter de l'énergie. C'est pourquoi l'enthalpie de fusion est une grandeur positive. Au contraire, l'enthalpie de solidification est une grandeur négative. Ce changement d'état est exothermique. Les enthalpies de changement d'état sont des grandeurs qui dépendent de la température et de la pression. De plus, la chaleur échangée dépend de la quantité de matière qui change d'état. On adoptera donc, même si c'est pénible, des notations précises, donc un peu lourdes. On indiquera entre le delta et le H le nom du changement d'état, fuse pour fusion, sol pour solidification, vap pour vaporisation, etc. Ensuite, si la quantité de chaleur est rapportée au nombre de moles, on parlera d'enthalpie molaire de changement d'état. Et on notera une barre au-dessus du H, comme on l'a fait pour les capacités thermiques. Enfin, on notera la température en indice et la pression en exposant. Si la pression est la pression standard, on la symbolisera par un petit zéro. Donc l'expression présentée dans le rectangle orange désigne une enthalpie molaire de fusion à 273 Kelvin et sous 1 bar. Il faut ensuite préciser de quel composé il est question. Ici, c'est l'eau que je n'ai pas noté. Donc l'enthalpie molaire de fusion de l'eau à sa température de fusion sous la pression standard est de 6,01 kJ par mol. Notez que l'on peut aussi trouver des enthalpies de changement d'état rapportées à l'unité de masse. Pour conclure sur les changements d'état, vous pouvez retenir qu'à chaque fois que le changement d'état implique de casser des interactions moléculaires, il est nécessaire de fournir de la chaleur. C'est le cas à chaque fois que l'on passe d'un état plus condensé à un état moins condensé. C'est donc le cas pour la sublimation, la fusion et la vaporisation, qui sont des changements d'état endothermiques. Il convient que vous maîtrisiez le vocabulaire et les notations présentées dans cette vidéo. Il n'y a rien ajouté dans la boîte à outils. Nous n'avons fait qu'utiliser la propriété de fonction d'état de l'enthalpie et le fait que la quantité de chaleur échangée à pression constante est égale à la variation d'enthalpie. Tout ça, c'est déjà dans la boîte à outils.